Salut la créative. Bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée. Et bonne écoute! Ciao la créative! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Laurel, qui est graphiste culinaire. Et avec elle, on va voir comment elle a utilisé la loi de l'attraction pour développer son business. Hop, hop, hop! Reste là, ne pars pas si tu es aussi terre à terre que moi. Ne t'inquiète pas, il n'y aura rien de perché dans cet épisode. Mais je vais te laisser découvrir et écouter l'épisode en entier. Et tu verras, c'est hyper intéressant. Écoute bien jusqu'au bout parce qu'on va aussi parler de se nicher. Est-ce que c'est dangereux ou pas de se nicher? Et toutes les questions qu'on peut se poser et comment on peut aller au-delà de nos peurs quand on veut aller vers un marché de niche. Donc je te laisse écouter l'épisode et je te souhaite un bel épisode créatif. Bonjour Audrey, bienvenue sur le podcast des créatives. Comment vas-tu? Bonjour Carole, je vais très bien et je suis ravie de passer ce moment avec toi, merci. Eh ben, je suis ravie aussi. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Alors, je m'appelle Audrey Laurel, j'ai 33 ans et je suis graphiste culinaire, c'est-à-dire que je suis designer graphique, mais spécialisée pour les métiers de bouche et les produits d'épicerie fine. Alors, je pense que pendant le podcast, tu vas nous expliquer comment tu en es arrivée à te spécialiser sur cette cible-là. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, et c'est pour ça que je voulais qu'on échange ensemble, c'est que tu m'as contacté en me disant que toi, ce qui t'avait beaucoup aidé, c'était la loi de l'attraction. Et moi, en tant que personne extrêmement terre à terre, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de loi de l'attraction? Donc on a échangé et j'ai bien aimé la façon dont tu as amené les choses, qui pas une loi de l'attraction trop perchée à mon goût. Voilà, hein, chacun met son curseur où il veut. Mais du coup, je trouvais ça hyper intéressant que tu nous expliques comment justement tu as utilisé la loi de l'attraction pour te sentir vraiment toi-même et ce qui t'a permis ensuite d'attirer les bons clients, les bonnes personnes pour travailler avec toi. Oui, effectivement. En fait, ce que j'appelle la loi de l'attraction, c'est peut-être ce que d'autres personnes peuvent appeler la chance. Moi, quand j'ai commencé, je me suis toujours estimée chanceuse parce qu'effectivement, chanceuse de rencontrer les bonnes personnes aux bons endroits, au bon moment. Et puis, à force de voilà, me dire chanceuse et de dire ça aux gens, et les gens me disaient: «Mais en fait, peut-être que tu la provoques la chance». Mmh. Et voilà, en prenant un peu de recul, en fait, effectivement, je me suis rendu compte que, je provoquais la chance, en me rendant à des événements, en envoyant des mails, en commençant, en fait, à parler de ce qui est important pour moi et que, naturellement, en fait, ça attirait, des gens qui me ressemblent. Est-ce que tu peux me dire ce que la loi de l'attraction t'a apporté dans ta carrière d'entrepreneur? Moi, ça fait 10 ans que je suis à mon compte, donc il s'est passé beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de chemin, en 10 ans, et plus les années passent, plus j'affirme qui je suis, mes valeurs, ce qui est important pour moi, plus j'assume ma personnalité, les fameuses faiblesses, les forces, Mmh. mes différences aussi. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance immense, enfin déjà depuis, de nombreuses années, de pas avoir à démarcher les clients, mais les clients viennent naturellement à moi. Et ces dernières années, voilà, c'est des clients, toujours très qualifiés, qui s'adressent à moi. Et une fois que tu vis ça, tu te rends compte que c'est une chance immense, en fait, un privilège en tant qu'indépendant, chef d'entreprise, d'avoir des gens, qui te contactent. Voilà, j'ai envie vraiment de transmettre ça en disant: «Mais ce que je vis moi, ce que j'expérimente moi dans mon entreprise», et aujourd'hui, j'ai le recul pour savoir d'où ça vient, bah, je pense que tout le monde devrait vivre son entreprise comme ça. L'entrepreneuriat, c'est une aventure, difficile, Mmh. mais c'est avant tout une aventure humaine pour moi. Et justement, si tu vis pas cette aventure, qu'avec du plaisir et de la passion, elle vaut pas forcément, enfin, je trouve qu'elle vaut le coup d'être vécue qu'avec,
cette notion de plaisir et de passion et que travailler avec des gens qui nous ressemblent, c'est le meilleur moyen de vivre pleinement cette aventure. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cheminement? Par quoi tu es passée? Parce que donc ça fait 10 ans que tu as ton compte, donc comme tu l'as dit, tu as quand même une bonne visibilité et alors je veux pas, te faire passer pour, une vieille entrepreneur parce qu'en plus tu es toute jeune. Mais avec 10 ans aussi, tu as vu les évolutions sur les réseaux sociaux parce qu'il y a 10 ans, c'était pas la même chose non Mmh. plus. Donc est-ce que tu peux, voilà, expliquer ton parcours entrepreneurial et comment est-ce que tu as réussi à, bah, déjà à faire vivre ton entreprise et comment est-ce que tu as pu faire évoluer Mmh. ta communication pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Alors, il y a eu des grandes étapes. Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat absolument pas par vocation ou par ambition, mais par opportunité, parce que, je ne trouvais pas le job idéal à ce moment-là. Moi, je viens d'une famille, d'un milieu où j'ai pas d'entrepreneur autour de moi, donc c'était pas une carrière évidente. Enfin, voilà, la logique pour moi, c'était, le CDI, le salariat et donc je me suis lancée là-dedans, voilà, parce que, les offres d'emploi que j'avais, ne me correspondaient pas et puis, j'ai à ce moment-là eu la chance de décrocher un premier client. Voilà, j'envoie une candidature spontanée à une maison d'édition. À l'époque, je voulais travailler dans l'édition. Petite maison d'édition qui s'appelle Kéribus et ils me répondent, alors malheureusement, on fait 2 livres par an, on est 2, donc on n'a absolument pas les moyens d'embaucher quelqu'un. Mais il se trouve qu'à côté, on a, 4 restaurants dans Paris et qu'on réfléchit depuis longtemps à avoir quelqu'un pour s'occuper de la com. Le feeling passe, on se rencontre et on décide de travailler ensemble sous la forme, en fait, d'un contrat, de freelance. Donc voilà, je me lance dans l'entrepreneuriat dans ces conditions-là. Je travaille avec eux 3 ans à raison de 2 jours et demi par semaine, ce qui est, juste une configuration Mmh. idéale quand on se lance parce que j'avais cette facture qui tombait tous les mois. Pendant ces 3 ans, en fait, je prends confiance en moi, je découvre ce statut d'indépendant, je me rends compte qu'en fait, j'adore cette vie, qu'elle me correspond pleinement. À côté, les choses se développent bien, j'ai de plus en plus de clients, voilà. Ces 3 ans-là, c'est un peu les Mmh. 3 ans de la maturité. Je suis graphiste, tout court. Au bout de 3 ans, je sens qu'il est temps de passer à l'étape au-dessus, de prendre un peu de risque parce qu'à ce moment-là, je suis finalement pas salariée, j'ai pas l'avantage du salariat, mais j'ai pas non plus tous les avantages de l'indépendance puisque je suis bloquée avec eux à 2 jours et demi par semaine. 2016, je commence là vraiment à m'intéresser au monde de l'entrepreneuriat. Comme tu le disais, c'était un monde complètement Mmh. différent de celui qu'il y a aujourd'hui. Il y avait absolument pas tous les coachs business qu'on voit aujourd'hui, tous les conseils qu'on trouve très facilement aujourd'hui. À l'époque, on les trouvait pas. Voilà, les graphistes spécialisés, c'était très, très rare. J'étais la première à utiliser ce terme de graphiste culinaire sur Instagram. Et comment d'ailleurs tu en es arrivée à devenir graphiste culinaire? Puisque comme tu le dis, ça n'existait pas encore forcément, c'était pas encore quelque chose de très répandu et donc vraiment aller de spécialiser là-dedans. Je tombe sur pour le coup, un coach business, en tout cas, il se disait pas comme ça, mais il donnait des conseils pour les freelances. J'achète un petit e-book à 100 € et les premiers conseils dedans qu'il donne, c'est, la possibilité de se nicher, de se spécialiser pour sortir du lot. Tout de suite, la graine, elle germe en moi, c'est une évidence, ce sera la food. Donc voilà, première étape, 2016, je me spécialise dans le culinaire. Je commence à communiquer que là-dessus, je revois, mon site, dans ce sens-là. Le fait de me spécialiser, c'est une des étapes pour, travailler sur tous mes projets avec plaisir et avec passion. Mmh. Ensuite, j'évolue un peu, je prends confiance en moi, je commence à m'affirmer. J'ai envie de travailler pour des projets qui, correspondent à mes valeurs, des projets vertueux, des projets alimentaires, responsables. Donc je commence à communiquer aussi, sur ces sujets-là. Et puis l'étape suivante, c'est, je monte en expérience, je monte en compétences, je décide de me spécialiser sur tes projets haut de gamme. Donc en fait, au fil des années, j'ai toujours un peu plus réduit mon champ de compétences, le nombre de personnes auxquelles je m'adresse. Donc là, en fait, on voit qu'au fil du temps, tu n'hésites pas à restreindre de plus en plus ta cible et tu m'as dit que l'année dernière, tu avais eu un changement assez important. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Il y a eu un vrai switch encore plus, l'année dernière. Les choses ont beaucoup évolué. Quand je me suis, spécialisée en 2016, j'étais, la première graphiste culinaire. Aujourd'hui, on est une trentaine, je crois, sur Instagram. Tant mieux, voilà, le covid est passé par là, enfin ça a rebattu les cartes et vraiment tant mieux pour le monde du freelancing, tant mieux Mmh. pour nos clients. Mais, voilà, tous ces nouveaux graphistes culinaires et ben, faut voilà, je reconnais, ça fait un peu peur, enfin, ça remet toujours les choses en question, mais ça fait peur dans le bon sens. Ça fait peur en disant: Mmh. «Bah, il faut pas que je me repose sur mes lauriers, il faut que je garde cette longueur d'avance que j'ai, Mmh. en tout cas par l'ancienneté». La refonte du site, ça a été, la suite logique de dire: «Bah, voilà, je vais avoir un site aujourd'hui qui, incarne, l'expérience que j'ai, enfin la personne que je suis vrai et qui me différencie». C'est tout un travail d'introspection, de dire: «Bah, voilà qui je suis, qu'est-ce qui fait ma différence, pourquoi faire appel à moi et pas aux autres graphistes?» Et vraiment, ça a été un très gros travail d'introspection. Plusieurs mois pour rédiger mes textes, pour, savoir ce que je voulais faire ressentir à travers mon site,
Voilà, donc ça a été vraiment, toutes les étapes, de ces 10 dernières années Mmh. et à ce moment-là, je commence à suivre beaucoup de formations ou de masterclass sur le personal branding, sur le storytelling. Ça m'a vraiment beaucoup aidée dans, voilà, ce travail d'introspection. Mmh. Donc répondre aux questions, comment je me vois et comment je veux être vue? Pourquoi ai-je envie d'être connue et reconnue? Quel personnage j'ai envie d'incarner? Quelles sont mes forces, mes faiblesses? Quelle est mon histoire? Voilà, toutes ces questions, auxquelles j'ai tenté de répondre et c'est là aussi où je me suis dit: «Bah, c'est quoi ma différence?» et je me suis rendu compte que, ce que je prenais pendant longtemps pour des faiblesses, tu vois, un peu les tendances avec lesquelles j'étais pas d'accord, dans la pratique de nos métiers qu'on peut voir sur Instagram, tout ça, ce que j'assumais pas forcément en me disant: «Bah, en fait, tout le monde dit la même chose, si je suis pas d'accord, c'est moi qui suis dans l'erreur». Tout Mmh. ça, je l'assumais pas et à un moment, je me suis dit: «Bah, en fait, non, c'est ma différence. Si j'ai envie de pratiquer mon métier d'une autre manière, eh bien, assume-le et peut-être que les gens aussi, ils viendront te Mmh. voir pour ça». Et c'est là où j'ai commencé aussi un peu à prendre le contre-pied de tendances qu'on a vues émerger, on a parlé du client idéal. Moi, c'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis, parfaitement alignée. Tu vois? Moi, je crois que ça doit partir de nous, avant tout et encore une fois, on revient à la loi de l'attraction. Mmh. Je crois que les graphistes, on se donne un peu trop d'importance en prétendant pouvoir maîtriser complètement la perception de notre travail auprès des clients de nos clients, tu vois? Auprès de leur client idéal. Ouais. Moi, je pense que, voilà, ça dépend de tellement de choses, de la culture de chacun, de l'histoire de chacun, voilà. On traduit les images tous de manière différente. Moi, je crois que vraiment le bénéfice de notre travail en tant que graphiste, il repose sur les changements qui interviennent sur nos propres clients. C'est-à-dire en quoi mon travail, il donne confiance à mon client, en quoi, tu vois, il lui permet, enfin, il le rend fier, il lui donne envie de communiquer et tout ça. Et encore une fois, on en revient à la loi de l'attraction. Si tu prends du plaisir dans ce que tu fais, si tu es fier de ce que tu fais, eh ben, tu as envie de communiquer dessus. Si tu es aligné, enfin, si tu as conscience de ton histoire, si tu as conscience de tes forces, de tes faiblesses, de tes valeurs, tu as envie de communiquer dessus. Et c'est le meilleur moyen pour attirer Mmh. les gens qui partagent tout ça. Je trouve ça hyper intéressant que toi, en fait, tu travailles pour un graphisme qui permette aux clients de se sentir bien dans leur image de marque, en fait. En plus, comme c'est dans la nourriture, dis-moi, mais j'imagine que ça doit être, tu dois travailler assez peu sur du personal branding. Tu dois être vraiment davantage sur un travail sur la marque en elle-même. Mmh. Du coup, c'est vrai que il faut que la personne ou les personnes, qu'ils arrivent vraiment à se sentir fiers de montrer leur carte de visite, leur menu, C'est ça. voilà, donc tous les produits que tu peux créer pour eux au niveau de leur com. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire que toi, tu travailles sur ce presque bien-être, presque une sorte de coach bien-être grâce à ton graphisme et que c'est ça qui va leur permettre à eux ensuite d'amener des clients dans leur restaurant ou acheter leurs produits culinaires. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper intéressant. D'ailleurs, est-ce que tu peux me dire enfin voilà, dans les grandes lignes, comment justement tu travailles avec tes clients puisque tu ne pars pas d'un client idéal, ce qui peut être souvent une des pistes d'entrée des graphistes quand ils vont travailler un logo, des documents Mmh. graphiques. Donc, est-ce que toi tu peux nous expliquer un petit peu comment tu travailles ça avec tes clients? Bien sûr. Alors déjà 2 précisions, moi je travaille que pour des entrepreneurs solo ou des petites entreprises, donc c'est toujours quand même une personne qui incarne la marque. Tu vois? C'est pas Je travaille pas pour de l'industrie agroalimentaire ou pour des marques, voilà, il y a quand même toujours une personne qui porte le projet. Donc tout part de cette personne. Et la deuxième chose, c'est que en fait, comme justement tous mes clients sont dans le même domaine, ils partagent tous le même, entre guillemets, «client idéal». Mmh. Enfin, voilà, un épicurien qui c'est des produits d'épicerie fine, donc ça répand pas, c'est pas des produits de première nécessité, c'est des produits plaisir, enfin voilà. Donc en fait, mes clients, ils ont tous, les mêmes clients. Donc ça déjà, ça facilite, grandement Mmh. mon travail une fois que j'ai intégré ça. Après, je pose, la première étape, moi, de notre collaboration, ils doivent répondre à un très grand questionnaire. Voilà, je leur donne du travail, je leur dis que c'est important pour moi qu'ils passent par cette étape, à l'écrit, le fait de se poser, justement réfléchir sur leur entreprise. Et il y a toute une partie de questions, en fait, sur, voilà, c'est quoi, l'histoire de votre entreprise? Pourquoi vous avez décidé de monter cette entreprise? Qu'est-ce qui a évolué depuis que vous l'avez montée? L'idée, d'où elle vient? Le nom, d'où il vient? Est-ce que ça a été difficile à trouver? Quelles sont vos valeurs, bien sûr? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie que les gens ressentent, avec votre marque? Où est-ce que vous voyez, à la fin de votre carrière? Voilà, il y a des choses comme Mmh. ça, un peu sur le fameux pourquoi, tu vois? Pourquoi tu as envie de Oui. faire les choses? Et en fait, mon travail, ça va vraiment constituer à mettre en image tout ça, en fait. Souvent, je dis: «Moi, l'identité visuelle, pour moi, c'est un prétexte à ouvrir la conversation». Ça doit juste leur donner envie de parler de ce qui est important pour eux. Faut arrêter d'avoir la prétention de dire que les gens qui vont être confrontés au logo, ils vont tout de suite savoir qu'on a mis tel typo parce que ça, qu'on a mis telle icône parce que ça et tout.
limite, plus ça interroge et plus ça ouvre la conversation, mieux c'est. Mais le principal, c'est que le message que nous, on fait passer à travers cette identité visuelle, en fait, elle rendent fiers porteurs de projet. C'est ça, en fait. C'est souvent dans mes présentations et après dans la charte graphique, je commence la présentation en résumant en une phrase ce que moi j'ai compris de leur projet. Et dans cette phrase, tu vois, il y a vraiment normalement la raison d'être du Mmh. projet. Et le logo, il doit traduire cette raison d'être en images. Et encore une fois, c'est un prétexte pour leur donner envie de parler de ça. Et c'est là-dessus, normalement, qu'ils doivent connecter avec les gens, quoi. Ouais, c'est ça en fait, le côté, fierté et plaisir, je pense qu'en effet c'est 2 valeurs, je pense, qui sont extrêmement importantes pour qu'on ait envie de parler de soi ou de sa marque. Mmh. Moi, c'est un peu ce que j'essaye aussi de faire quand, j'accompagne sur la communication, c'est-à-dire d'arrêter de se prendre la tête à savoir si on a suivi toutes les règles, si on a écrit absolument parfaitement, ça n'existe pas, ça déjà. Mmh. Si on parle des bons sujets, c'est pareil, il y a pas de bons sujets et plutôt de se dire: «De quoi j'ai envie de parler? Est-ce que ça m'amuse de le faire?» Et je pense enfin, alors c'est pas forcément un jeu, mais je pense qu'en effet, d'y prendre du plaisir et d'avoir trouvé le bon ton avec lequel on veut communiquer, ça permet d'avoir plus de plaisir à se dire: «Je me mets devant mon ordinateur et puis je vais faire ma vidéo, je vais taper mon texte, je vais trouver mes visuels pour, Mmh. communiquer correctement sur, ce que je fais et avec fierté». Donc c'est un peu ça que toi tu essayes de rendre avec, ton travail. Complètement. Moi, la fierté et le plaisir, c'est mes 2 principales valeurs que j'ai mis aussi sur le site, justement, après tout ce travail d'introspection. Prendre du plaisir dans chaque chose que je fais et être fière de chaque chose que je fais. Pour moi, la fierté, c'est loin d'être quelque chose de péjoratif. Tu vois, j'ai regardé dans le dico. En vrai, dans la langue française, fierté, c'est un mot assez péjoratif. Genre, tu vois, tu te crois Mmh. meilleur que tu es et tu écrases les autres. Pour moi, c'est absolument pas le cas. La fierté, c'est juste tu es tellement content de ce que tu fais que ça te donne encore plus tu es encore plus généreux, encore plus bienveillant avec les autres. Enfin, ça tu as encore plus d'amour à donner, tu vois? Mmh. Enfin, moi, c'est 2 valeurs centrales pour moi. C'est 2 valeurs centrales que je dois retrouver chez mes clients et je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, si tu fais les choses avec plaisir, ça se ressent. C'est le meilleur moyen, pareil, de connecter avec des gens. Mmh. Pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Et tu vois, on revient à cette question du client idéal. Pour moi, si tu pars du client idéal, ça fonctionne si tu veux faire du business, gagner plein d'argent. Enfin voilà, stratégiquement, oui, c'est sûrement Mmh une mh. très bonne stratégie. Moi, mon ambition, c'est de prendre du plaisir dans mon métier. J'ai pas pour prétention de gagner des milliards à la fin de ma vie. Je veux juste être fière et être heureuse de ce que j'ai fait. Et pour moi, partir de soi, c'est un bon moyen voilà, d'atteindre cette ambition qui me correspond. Et alors du coup, bah là, je vais revenir parce que là, tu nous as parlé de la façon dont tu travaillais avec tes clients. Là, j'ai envie de revenir plus à toi et à la façon dont tu as pu avancer dans ton entreprise et dans ta communication. Est-ce que tu peux me dire, parce que finalement, tu as passé pas mal d'épreuves, et comment tu as fait pour surmonter tes peurs? Parce que j'imagine, voilà, comme tu as expliqué dans ton parcours, le hasard a fait que tu as découvert plutôt le côté culinaire et que ça t'a plu. Tu as décidé vraiment de resserrer ta cible sur ça. J'imagine que là, ça a déjà été un premier point d'étape où tu as dû avoir la fameuse peur qu'ont beaucoup de freelances, c'est-à-dire se dire: «Ouh là là, si je commence à m'adresser qu'à un seul public, je ne vais plus avoir assez de clients». Alors déjà, cette première peur, comment est-ce que tu as réussi à la franchir? Après, j'aurais d'autres questions sur d'autres peurs, mais déjà celle-là, je veux bien que tu nous dises comment tu as réussi Mmh. à passer le cap. Alors écoute, effectivement, je me suis posé cette question. Jonathan, qui est l'auteur de ce e-book dont je t'ai parlé, en fait, répond à cette objection tout de suite en disant que effectivement, tu t'adresses peut-être à beaucoup, beaucoup moins de gens, mais pour ces gens-là, tu es vraiment pertinent parce que tu sauras leur proposer une offre, pertinente et adaptée et en fait, en restant générique, en t'adressant à tout le monde, c'est le meilleur moyen de pas être sûr de travailler sur des projets ou pour des clients qui te plaisent, de justement ne pas, facturer au juste prix et de pas te démarquer. Mmh. Et en plus, il explique qu'au début, en vrai, c'est pas du jour au lendemain, bam, tu deviens graphiste culinaire. Je l'ai marqué sur mon site, mais ça a pris du temps avant que je sois Mmh. contactée que pour ça. Donc en vrai, pour les gens qui hésiteraient à se nicher, déjà ça prend du temps. Donc au début, tu peux continuer à accepter, toutes sortes de projets, tu peux, enfin voir si ça te convient ou pas et puis, en vrai, rien ne nous empêche d'accepter d'autres projets. C'est juste Mmh. que, moi, c'était vraiment une évidence de travailler dans le culinaire parce que c'est ce que j'adore et en fait, ça a jamais été pour moi une perte, enfin, ça a été que du gain, tu vois? Parce que, voilà, là, je suis sûre que tous les projets qu'on me propose, c'est des projets pour lesquels j'aurais envie de travailler. En vrai, je n'ai jamais manqué de travail depuis que je me suis spécialisée et tu vois, c'est rigolo parce que pareil, quand j'ai commencé, je faisais du web alors que je détestais ça, j'étais, relativement mauvaise, enfin, j'avais pas confiance donc en plus je facturais des prix, bas. Enfin bref, personne n'était gagnant. Encore je me disais: «Bah ouais, mais si je dis que je fais pas de web, je vais me fermer des portes». Cette fameuse, objection, je vais me Oui. fermer des portes
Quand j'ai, assumé ça et j'ai dit: «Je fais plus de web», eh bien pareil, en fait, j'ai jamais eu un client qui a refusé de travailler avec moi parce que je faisais pas de web. En fait, à partir du moment où toi, tu es aligné avec tes choix, aligné avec tes décisions et que tu sais que c'est pour les bonnes raisons, en fait, les gens, ils te suivent, tu vois? Mmh. Franchement, ce truc de la confiance en soi, enfin, je sais, c'est bien plus facile à dire qu'à faire, mais une fois que tu es, détaché de ce syndrome de l'imposteur, que tu es aligné avec tes prix, que tu es aligné avec tes offres, aligné avec tes choix. Comme encore une fois, la loi de l'attraction, enfin, tu vois, naturellement, ton énergie, elle le communique et depuis que je me suis spécialisée, on n'a jamais remis en question mes choix. Depuis que j'ai augmenté mes tarifs, que je suis passée premium, on n'a jamais renégocié mes prix. Tu vois, Mmh. tu deviens expert dans ton domaine. Enfin, il y a que des avantages. Après, il y a des gens qui se plairont pas dans une niche et qui ont besoin de toucher à tout. Mais encore une fois, c'est qu'est-ce qui te fait plaisir à toi? Quelle est la façon dont tu as envie de vivre ton aventure entrepreneuriale, quoi? Ce que je trouve bien, dans ce que tu as dit, c'est qu'au début, quand tu as expliqué ton parcours, c'était assez clair aussi que ça t'a pris du temps. Ça s'est fait petit à Ouais. petit, tu as resserré un petit peu, puis encore un petit peu, jusqu'à te spécialiser sur du print, du haut de gamme et comme ça, petit à petit, en fait, tu as avancé, tu as pris confiance. Tu as vu aussi, j'imagine, Mmh. tu as pu avancer sur, tes points, de génie, ce qu'on peut appeler les zones de Mmh. génie par rapport à celles où tu étais moins à l'aise et c'est toujours bien de rappeler que ça prend du temps et c'est OK, c'est normal même. Mmh. C'est comme ça qu'ensuite on consolide, aussi, correctement son entreprise. Mais tu vois, justement, sur le sujet de la confiance en soi et sur le sujet de la communication, là où c'est vraiment pertinent pour, ceux et celles qui vont nous écouter, c'est que plus tu t'affirmes tôt, plus tu vas avoir des retours qui vont aller dans un sens ou dans l'autre. Mais en fait, pour te dire, moi, la confiance ma confiance en moi, elle est venue d'Instagram quand j'ai commencé à montrer mon travail. J'ai commencé à m'investir sur Instagram en 2017, je pense. Et là, j'ai commencé, tu vois, enfin, souvent je Mmh. disais: j'ai de la chance pour ce projet, j'ai de la chance pour ci, j'ai de la chance pour ça. Et puis à un moment, quand tout le monde te dit que bon, tu fais du bon travail, qu'ils te font des compliments sur ce que tu fais, à un moment, voilà, faut enlever les œillères, faut arrêter la fausse modestie. Peut-être que si je reçois régulièrement des compliments sur mon travail, c'est peut-être que je fais du bon travail. Déjà, ça m'a énormément aidé, tu vois, de montrer mon travail sur Instagram, de recevoir des retours de collègues, de prospects potentiels et tout, ça m'a énormément aidé. Donc ça, c'est un conseil vraiment que je donne à tout le monde, surtout pour les créatives. Montrez votre travail, nom de Dieu. Arrêtez. Alors, je sais qu'on lit beaucoup, faut donner de la valeur, faut donner des Mmh. conseils et tout. Mais stop, en fait. On fait des métiers, en tout cas pour celles qui, comme moi, font un métier visuel. Notre métier, c'est visuel. Montrez votre travail. Mmh. Surtout quand, en fait, on trouve les mêmes conseils partout. À un moment, oui, il faut 3 typos, oui, il faut 3 couleurs, machin, Mmh. bidule, d'accord. Mais tu vois, toutes ces tendances, je me suis posé la question quand je les ai vues passer. Est-ce que je dois faire pareil? Est-ce que je dois donner des conseils techniques? Je me suis posée, je me suis dit, bah non, en fait, moi, ce que je veux, c'est qu'on me contacte pour mon expertise. Je veux attirer des clients qui ont conscience que mon métier ne peut pas être fait par tout le monde, Mmh. que c'est un métier qui a une expertise. Donc non, en fait, je donne pas des conseils pour apprendre aux gens à faire leur logo. Je veux qu'on me contacte pour ce que je fais. Je veux qu'on me contacte pour mon univers graphique. Donc je montre mon travail. Et Mmh. ça, je vois trop de graphistes. Ils ont un feed où il y a que des conseils en plus qu'on retrouve relativement partout. Mais en vrai, on voit même pas leur univers graphique. Donc comment tu veux trouver des clients Mmh. Donc ça, tu vois, c'est une tendance. Il y avait aussi une autre tendance. Aujourd'hui, beaucoup de graphistes qui se lancent dans des petites formations pour apprendre aux gens à créer leur logo. Ouais. Alors oui, c'est très bien. Je pense qu'il y a un vrai marché là-dessus pour les gens qui n'ont pas le budget. J'entends bien que quand tu montes ton entreprise au début, tu n'as pas forcément le budget. Encore une fois, je me suis posé la question, est-ce que je dois le faire? Non, en fait, moi, ce que je veux, encore une fois, c'est qu'on me fasse travailler pour mon expertise, qu'on me fasse confiance. Mmh. Je ne l'ai pas fait. On voit beaucoup de graphistes maintenant qui parlent de dossiers stratégiques. Moi, enfin, ça, je trouve ça c'est rigolo. La stratégie, en fait, on l'a appris à l'école. Enfin, ça fait partie du métier de graphiste. Pour moi, c'est ce qui différencie un graphiste d'un infographiste. Mais en soi, moi, alors je me suis posé la question, est-ce que je dois faire un dossier stratégique? Est-ce que je dois faire une étude stratégique? Bah non, ça correspond pas à ma vision de mon métier, à ma pratique personnelle. Moi, je pense qu'il y a une part quand même d'instinct dans ce que je fais, de savoir lire entre les lignes des gens. Voilà, je pars pas du client idéal. Et ça, en fait, une fois que je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, est-ce que je dois le dire ou pas, Mmh. que je suis pas d'accord avec La ça? deuxième étape. Et c'est ça. Et en fait, après, j'en ai fait une série de posts sur Insta. Et voilà, c'est ce qui fait ma différence. Moi, je travaille pas comme ça. En fait, si vous voulez un graphiste qui répond à ces trucs-là, je suis pas la bonne personne pour vous. Mmh. Et alors le fait que justement tu aies parlé de tout ça,
Est-ce qu'il y a eu un cataclysme derrière? Que s'est-il passé? Mais non, en vrai, jamais, jamais parce que, finalement, je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui pensent comme moi à chaque fois Mmh. et plein de personnes dans ma sphère dans ma communauté de graphistes et puis comme à chaque fois, j'explique pourquoi je ressens ces choses-là et que encore une fois, c'est quelque chose de très personnel et qu'à aucun moment je dis que les autres font mal. Au contraire, j'ai eu que des gens, ça a attiré encore en moi et ça a provoqué des conversations, tu vois? Encore une fois, la loi de Mmh. l'attraction. Dire ça provoque des conversations avec des gens qui peut-être n'auraient jamais commenté des posts plus communs. Ouais. Mais d'affirmer des choses un peu fortes comme ça, bah, ça crée des conversations et puis avec tout ce qui peut découler derrière. Chaque conversation, chaque rencontre est une opportunité Mmh. et affirmer tout ça, ça crée ces rencontres et ça c'est la loi de l'attraction. Savoir provoquer, les rencontres. Alors, est-ce que tu pourrais me dire, par rapport à ta com, alors déjà, est-ce que tu peux me dire, donc tu es sur Instagram, est-ce qu'il y a d'autres réseaux sur lesquels, tu communiques? Et du coup, dans les grandes lignes, hein, mais me dire justement, comme là tu parlais des choix que tu avais faits, de montrer beaucoup, ton travail, de t'affirmer sur certains sujets qui sont pas, forcément, acceptés par tous. En gros, qu'est-ce qu'on va trouver sur ton réseau? Qu'est-ce que tu as décidé, de mettre en avant et de partager? Alors déjà, oui, je suis essentiellement présente sur Instagram. J'essaye un peu LinkedIn, mais c'est déjà tellement chronophage que et moi, 80 de mes clients viennent d'Instagram, donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui me correspond bien. Je fonctionne par, un peu série de 5, enfin, en tout cas, 4 posts et tous les 4 posts, j'ai une petite, vignette un peu texte, citation, où j'essaye de parler, voilà, OK. d'un engagement, enfin, d'une façon de travailler, tu vois? C'est une très textuelle, voilà et sinon les autres, vraiment beaucoup de mon travail. C'est en fait, en dehors de ces posts de texte, citation, ce n'est que mon travail. J'ai quelques photos aussi, tu vois, issues d'un shooting où, encore une fois, ça va être un prétexte pour parler de mon processus, de qui Mmh. je suis, de ce qui est important pour moi. Mais les piliers de contenu, oui, ça va être, mon travail. C'est important pour moi de mettre du sens dans mon travail, dans mes logos. C'est ce que j'allais te demander au niveau de ton quand Ouais, tu dis que tu montes ton travail, en fait, qu'est-ce que tu ouais. dis sur ton travail ou qu'est-ce que tu racontes sur ton travail au-delà de mettre l'image, de ce que tu as fait? Bah, souvent, je monte les logos et j'explique du coup tout le sens qu'il y a derrière le logo Mmh mh. et après, ça va être toutes les déclinaisons, les packaging, voilà, tous les supports sur lesquels ont été appliqués l'identité visuelle. Mais c'est vrai que je parle souvent du sens qu'il y a derrière mon travail, des choix que j'ai faits, des choix graphiques, des choix typographiques. Parler, voilà, de mon process, de ma façon de travailler, de ce que je réfléchis en ce moment. Enfin voilà, en ce moment, je travaille beaucoup sur mon expérience client. Mmh. Encore une fois, c'est une façon de me différencier. Nos process créatifs, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on va contacter tel prestataire plutôt qu'un autre, donc ça, j'en parle beaucoup Ouais. et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a quelques mois, quelques années, j'ai eu, un élan, dans ma conscience écologique et depuis, quelques mois, c'est vrai que j'en parle beaucoup. Alors peu dans mon feed, beaucoup en story. Mmh mh. Pendant un moment, pareil, je me suis dit: «Mais est-ce qu'à un moment» enfin, quand tu repartages plein de trucs, surtout quand on est vraiment dans une période de mauvaises nouvelles, je me suis dit: «Ah, est-ce que je vais pas saouler les gens, est-ce que les gens vont pas se désabonner parce qu'en fait, quand ils me suivent, ils ont pas envie, d'être tenus au courant de toutes les catastrophes écologiques qui sont en cours?» Et après, pareil, je me suis dit: «Mais en fait, non, enfin, c'est tellement important pour moi aujourd'hui que je peux pas ne pas le partager et tant pis si» et ceux qui vont se désabonner parce que, c'est trop ça leur Mmh. correspond pas, c'est encore une fois un moyen de faire du tri. Mais c'est vrai que beaucoup en story, j'assume peut-être pas encore, de le mettre, en permanent, dans mon feed. Du coup, il y a Mmh. vraiment ça, montrer mon travail, partager, mon process créatif, ces petites choses, qui font que j'ai peut-être une façon d'appréhender mon métier qui sont différentes de mes collègues. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est donc de se différencier en se connaissant bien quand même. On est d'accord que quand tu dis se différencier, il s'agit pas simplement de dire l'opposé de ce que tout le monde dit et sans y croire. Il s'agit de dire vraiment ce qu'on pense, même si les autres ne le disent pas. Donc, est-ce que tu aurais des questionnements pour, approfondir la connaissance de soi Mmh. finalement et être dans une communication qui nous ressemble vraiment? Comme tu l'as dit, enfin, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un merveilleux outil de connaissance de soi. Enfin, la remise en question, c'est quelque chose d'important pour moi aussi. Je trouve que c'est un exercice hyper bénéfique. Enfin, voilà, donc apprendre à se connaître, c'est vraiment la base. Ça, je pense que ça prend du temps et en fait, on n'a jamais fini. Enfin, on évolue tout le temps, donc mes certitudes d'aujourd'hui sont certainement pas, celles que Mmh. j'aurai peut-être dans quelques années. Mais oui, c'est ces questions que j'ai commencé à partager, comment je me vois et comment je veux être vue. Mmh mh. Pourquoi j'ai envie d'être connue et reconnue? Il y a cette, question aussi qui dit, «Qu'as-tu envie que les gens disent de toi quand tu n'es pas là?» Oui.
quel personnage tu as envie d'incarner. Alors après, si tu commences à t'intéresser aux archétypes, je sais pas si tu en as déjà parlé dans le podcast. Pas encore. Est-ce que tu as envie d'être le héros, l'amoureuse, enfin voilà. Mmh. Ça peut aider aussi un peu à diriger ton discours. Quelles sont tes forces, tes faiblesses? Et en fait, les faiblesses, tu peux aussi capitaliser dessus. Enfin, ce que tu Mmh. crois être des faiblesses, Ouais. justement, tu peux capitaliser dessus. Moi, j'en parle souvent, mais moi, je suis quelqu'un de très optimiste, tu vois, à toujours voir le bon côté des gens. Je crois que d'ailleurs, tu as partagé dans un post aujourd'hui une phrase qui m'a beaucoup plu, enfin, en disant jusqu'à preuve du contraire, je pars du principe que les gens sont bons. Mmh. Je suis assez d'accord avec toi. Mais pour ça, pendant longtemps, on s'est un peu moqué. Enfin, quand j'étais plus jeune, on s'est un peu moqué de moi. Voilà, t'es dans le monde des bisounours et tout. Mmh. Pendant longtemps, je l'ai pas assumé en pensant que c'était vraiment une faiblesse. Et encore une fois, sur le chemin de l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que c'était ma force, que j'avais réussi aujourd'hui à construire un business plein de bienveillance, entouré plein de bienveillance, de générosité. Ça, c'est une grande fierté pour moi. Mmh. Donc, quelles sont tes forces, tes faiblesses? Quelle est ton histoire et sur quel point clé de ton histoire tu peux communiquer qui a un écho avec ton business? En quoi tu es différent des autres? Et surtout, comment tu peux faire pour que les gens le voient? Mmh. Ça aussi, c'est important. Quelles émotions j'ai envie de faire ressentir? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Quelles sont mes valeurs et comment les incarner dans mon entreprise? Voilà, ça, c'est toutes les questions que je me suis posées ces dernières années. Ok, comme on arrive bientôt à la fin du podcast, j'ai un peu la question récurrente pour les entrepreneurs créatifs qui bloquent dans leur com. Alors là, déjà, avec toutes les questions que tu as données, ça peut leur permettre déjà de débloquer des choses. Mais est-ce que tu aurais d'autres petits tips peut-être qui sont plus rapides? Parce que là, toutes les questions que tu as mises, des fois, ça peut prendre plus ou moins du temps voilà, pour réfléchir, revenir dessus, etc., tester des choses. Est-ce que tu aurais des tips on va dire, plus rapide à actionner pour pouvoir se débloquer et là, à la fin de l'écoute du podcast, de passer à l'action? Oui, il y a 2 choses dont je n'ai pas parlé. Alors, c'est pas forcément rapide, mais quand même. Et on en revient encore une fois à la loi de l'attraction, Mmh. qui est de dire, entre guillemets, à l'univers, tes intentions, tes envies. Moi, je fais de temps en temps des posts, mes projets de rêve, par exemple. Juste dire: «Bah, voilà, je rêverais de travailler pour tel projet, de tel projet». En fait, Mmh. si jamais vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, ça peut provoquer des choses. Ça peut être, voilà, l'objet d'une série de posts, par exemple. Et il y a Mmh. aussi, pour les créatifs, pour les, je pense notamment aux graphistes, mais je pense que ça peut s'appliquer à plein d'autres métiers. Les projets fictifs. Ça, je sais, pareil, pour ceux qui commencent, c'est un sujet un peu délicat. Ils ont l'impression que, un projet fictif, a moins de valeur qu'un autre. Mmh. Et je rassure tout le temps là-dessus en disant: «Mais en fait, ça reste une création de votre esprit, ça reste, quelque chose que vous avez créé et en fait, on s'en fiche qu'il y a un vrai client derrière, que ce soit commercialisé ou pas». Moi, pendant longtemps, au début, j'avais pas forcément assez confiance en moi pour m'affirmer auprès de mes clients, pour faire passer le logo dans lequel je croyais le plus. Mais même s'ils en choisissaient un autre, je montrais toujours mon logo préféré. Et en fait, je m'en fichais si c'était pas le logo qui était valide à la fin. Enfin, moi, c'est celui que je préfère et c'est pour ce style-là que j'ai envie d'être contactée. Et je sais que les projets fictifs, voilà, il y en a plein qui osent pas montrer ça, un peu comme les projets d'école et tout, mais le projet fictif, c'est le meilleur moyen, encore une fois, d'attirer à toi ton client idéal. Ouais. C'est un projet que tu auras fait normalement, que tu auras choisi avec plaisir, sur un sujet qui te fait plaisir. Tu auras pris le temps de le travailler et tu auras mis que ta personnalité, ton univers à toi. Et si des gens tombent là-dessus et trouvent ça bien, ils vont te contacter pour faire ça, pour faire ce que tu aimes faire en fait. Mmh. Donc voilà, les projets fictifs, quand tu es un peu dans le creux de la vague, quand tu n'as pas forcément le temps, justement, il faut voir ça comme quelque chose de positif et faire des projets fictifs qui vont t'attirer après des clients idéaux. Moi, je sais que je suis une graphiste américaine qui s'appelle Wayfarer, qui a fait justement une formation aussi pour les graphistes. Mmh. Elle avait dit à un moment que elle avait fait des projets fictifs et c'est ça qui avait tout fait boule de neige parce que c'est grâce à ce projet qu'elle avait attiré ses meilleurs clients idéaux, quoi. OK. Ne pas être gêné de montrer des projets fictifs. Et d'ailleurs, s'il y a Morgane Blanc qui a sorti il y a quelques mois, quelques années, les briefs créatifs sur Instagram et qui a un jeu de cartes avec justement des briefs et ça peut être un bon outil pour les graphistes qui veulent faire des projets fictifs, quoi. OK, on rajoutera les références aussi dans le descriptif. On est dans les références. Un dernier truc, montrez votre travail. Le livre de, je ne sais plus comment il s'appelle, Austin Kleon, je crois. Un livre qui a Mmh. une dizaine d'années, mais qui est toujours d'actualité. Montrez votre travail. Il est hyper facile à lire, c'est plein de petites phrases, mais c'est juste indispensable dans notre métier, quoi. OK et bah, c'est top, c'est des super références. Si, le projet fictif,
Ouais, ou le projet de rêve. S'il y en a certaines qui font un de ces posts-là, n'hésitez pas, vous le partagez sur Instagram en Oui, story, vous nous taguez, comme ça on sera trop contente de voir ouais. soit votre projet de rêve, soit votre projet fictif. Ça sera hyper intéressant. Mais faire une petite série de posts projet de rêve, ça vous prendra 5 minutes pour activer la loi de l'attraction et dire à l'univers vos intentions. Bah, c'est un super mot de la fin. Je vais, je pense qu'on peut pas dire mieux. J'espère vraiment que les auditrices auront pris tous les petits conseils que tu as partagés pour en fait, finalement ce que toi tu appelles la loi de l'attraction. Moi de manière plus terre à terre, je dirais de rester ouvert aux opportunités Mmh, et en fait surtout de parler de ce que vous faites, parler de votre travail. C'est comme ça que, petit à petit, les personnes avec qui vous avez envie de travailler vont venir, toquer à la porte, exactement. donc voilà, faut y croire. Mais en tout cas, merci pour ton témoignage sur tout ton parcours et puis sur tous tes conseils, c'était vraiment hyper intéressant. Bah, merci à toi. Ciao. Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci. Pour soutenir le podcast et toutes les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi. Tu retrouveras toutes les news des Créatives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa. Et tu peux aussi télécharger mon freebie, Deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de post fun. Le lien est en description. On se retrouve dans 2 semaines dans mon salon de thé créatif. Allez, ciao la créative!